Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marie Zafimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, je reviens sur le calvaire vécu par une adolescente jusqu'à son assassinat. Son nom, Shaina. Vendredi 25 octobre 2019, il est aux alentours de 22h quand Shaina Hamdi, 15 ans, fait le mur pour rejoindre son petit copain Driss. Le rendez-vous est donné dans un cabanon abandonné de Creil, la ville où vivent les deux amoureux. Shaina est enceinte et doit lui annoncer une grande nouvelle. Elle souhaite garder le bébé. Au cabanon, les amoureux s'embrassent, se déshabillent, puis Driss met brutalement fin aux ébats. Il poignarde Shaina de plusieurs coups de couteau, brûle son corps et le cabanon et s'enfuit. L'enquête démontrera que Driss a minutieusement préparé son coup, qu'il préférait tuer Shaina plutôt que, je cite, être le père d'un bâtard. Le corps de Shaina ne sera retrouvé que 2 jours plus tard. Ses parents, Shakil et Parvin, et son frère Yassine, sont anéantis. Shaina est morte assassinée, et pire encore, depuis 2 ans, elle subissait déjà le harcèlement d'un autre homme, Ahmed. L'adolescent, ex-petit copain de Shaina, ne connaît pas Driss, son assassin. Mais 2 ans auparavant, il est accusé d'avoir violé Shaina avec 3 de ses amis dans une clinique désaffectée de la ville, et de l'avoir filmée. L'adolescente a porté plainte. Ahmed a été mis en examen et a interdiction de l'approcher. Pourtant, 1 an et demi plus tard, il convoque un petit groupe d'amis et passe Shaina à tabac. Des représailles après sa première plainte. L'affaire Shaina compte désormais 3 affaires. Une pour viol en réunion, une pour violence aggravée et une pour son assassinat. Pourquoi, malgré ses plaintes, l'adolescente n'a-t-elle pas été protégée ? La voix du crime de cet épisode, c'est Negar Aheri, l'avocate des parents de Shaina et de son frère Yassine. Elle publie aux éditions du Seuil un livre, La jeune fille et la mort. Un récit en mémoire de l'adolescente qui retrace son travail dans cette affaire, ou plutôt, ses affaires. Bonjour Maître Aheri. Bonjour. Pour commencer, comment vous devenez l'avocate de la famille de Shaina ? La famille de Shaina me contacte quelques jours après son assassinat, par l'intermédiaire d'un ami et confrère. Je les rencontre. C'est un rendez-vous assez triste, évidemment, parce que l'assassinat est très frais. Ils sont encore dans un état de sidération. Ils m'expliquent que le procureur les a dissuadés de voir le corps, les restes de leur fille, précisément parce qu'il n'en restait pas grand-chose, et que, par conséquent, les parents, la maman, s'attendent à chaque instant à revoir Shaina passer le seuil de leur porte. Donc c'est un moment extrêmement douloureux. Moi, à ce moment-là, j'ai pas vraiment connaissance du dossier, si ce n'est les informations que j'ai dans la presse. En revanche, à la toute fin du rendez-vous, ils me mettent entre les mains une liasse de procès-verbaux qui correspondraient à 2 précédentes affaires. La maman a un peu de mal à m'expliquer de quoi il s'agit exactement, et moi-même, je dois avouer que je ne prends pas ces 2 précédentes affaires à la mesure de leur gravité, puisque j'ai sous les yeux des parents endeuillés par l'assassinat de leur fille. Donc je me dis qu'il n'y a rien de toute façon à ce moment-là de plus grave que ce qui vient de se passer. En retournant à mon cabinet le lendemain, je découvre un peu plus précisément cette liasse de PV. Je les étudie, toutes ces feuilles, et là je découvre quelque chose d'abominable, c'est-à-dire que Shaina, 2 ans avant les faits d'assassinat, a déjà, donc à 13 ans, porté plainte pour un viol en réunion contre un autre mis en cause, qui était son petit copain de l'époque. Et quelques mois plus tard, 1 an et demi exactement, elle va redéposer plainte contre ce même individu pour un passage à tabac très violent. Et puis 6 mois après, elle se fera assassiner par un autre petit copain. Et qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette lecture des procès-verbaux ? En fait, il y a deux choses qui me frappent, ces 2 singularités. La première, c'est que si j'avais malheureusement l'habitude de voir des histoires de femmes, de jeunes femmes qui avaient porté plainte à plusieurs reprises contre un individu avant finalement que les menaces de mort ne soient exécutées, c'était en général contre un seul individu. Là, dans le cas de Shaina, il y a 2 garçons dont il est question.
Ce sont deux petits copains de Shaina à des époques différentes. Donc on a Ahmed pour la première affaire et la deuxième affaire, et Driss pour la troisième affaire, c'est-à-dire l'assassinat. Et Ahmed et Driss ne se connaissent pas. Donc il y a un acharnement de violence. Elle concentre d'ailleurs toutes les formes de violence qu'une femme peut subir, c'est-à-dire des violences morales, des violences physiques et puis sexuelles. Et ces violences sont commises par des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont donc par conséquent jamais concertées. Ça va être la première singularité de cette affaire et c'est ce qui va vraiment me frapper. Et puis la seconde chose, c'est que Shaina, à 13 ans, le soir des faits de viol en réunion, dépose plainte. Donc elle fait exactement ce qu'on conseille à toutes les femmes et les jeunes femmes de faire. Et pourtant, en dépit de cette justice qui a été saisie, en dépit de la mise en examen d'Ahmed, puisque rapidement il va être mis en examen avec l'interdiction d'entrer en contact avec elle, il va défier l'autorité judiciaire en la retrouvant 1 an et demi après et en la frappant très violemment avec d'autres copains, ce qui donc donnera lieu à la deuxième affaire. Et cette succession d'affaires, en dépit de la saisine de la justice, c'est quelque chose qui m'interroge énormément. Je me demande comment et pourquoi la justice n'a pas protégé cette gamine. Et finalement, quel lien vous faites entre ces 3 affaires, puisque vous l'avez dit, à l'origine de ces 3 affaires, il y a 2 garçons, mais qui ne se connaissent pas? Moi, je comprendrais, à force de travailler cette affaire et en prenant du recul, que c'est la réputation. C'est-à-dire que Shaina, c'est une gamine de 13 ans quand elle a affaire à la justice pour la première fois, et c'est une gamine, comme toute adolescente de 13 ans, qui veut éprouver sa sensualité et sa séduction. Elle est dans un âge complètement charnière. À 13 ans, on n'est presque plus une enfant, on n'est pas encore une adulte. On s'interroge sur ses capacités de séduction. Donc elle rencontre des garçons, et en fait, ces rencontres-là sont mésinterprétée par les garçons qui la prennent pour une fille facile. Et surtout, la justice qui est saisie ne parvient pas à étouffer cette réputation de fille facile. Là où elle aurait dû être une plaignante et protégée par ce statut, elle ne l'est pas. La justice, d'une certaine manière, ou les défaillances de la justice, valident cette idée que la réputation sulfureuse de cette gamine aurait eu un rôle sur ce qu'elle dénonce à ce moment-là et sur ce qu'elle dénoncera plus tard lors du passage à tabac. Et c'est cette réputation non étouffée par la justice qui poursuit Shaina jusqu'à sa rencontre avec Driss, qui fait que Driss décide de coucher avec elle et qui fait ensuite que, lorsqu'elle tombe enceinte, parce que c'est le mobile du crime, il décidera de l'éliminer. À cette époque, pour vous, il n'y a que 3 procès qui sont annoncés, celui pour les agressions sexuelles et les violences en réunion, celui pour les violences aggravées, plus celui de l'assassinat de Shaina. Comment vous préparez vos clients à tous ces procès qui vont se dérouler en l'absence de Shaina puisqu'elle a été tuée? C'est très très difficile. C'est difficile parce qu'il faut que je rentre dans les détails des différents dossiers avec eux, il faut que je les prépare et progressivement je vais partager avec eux les défaillances dont a été victime Shaina, les défaillances judiciaires, les façons de faire des magistrats, des médecins légistes, des psychologues, des enquêteurs, des auxiliaires de justice. Et ça c'est très douloureux parce que tout ça donne le sentiment, à la veille des différents procès, que Shaina a été délaissée par la justice. Et par ailleurs, lors de chacune de ces audiences, en l'absence de Shaina qui est donc morte, poignardée et brûlée vive, on entendra des mises en cause, puis des témoins dire d'elle qu'elle était une fille facile. Et ça, c'est quelque chose d'absolument bouleversant et d'assez dégueulasse. Alors, évidemment, les mises en cause se défendent, mais il y avait d'autres manières peut-être de se défendre. Et par ailleurs, les magistrats, eux, je trouve, à part un seul qui sera assez extraordinaire, ne saisiront pas l'horreur que c'est pour une famille d'entendre à tort et à travers, en l'absence de leur fille et sœur décédée, qu'elle était une fille facile. Et pour ça, j'en veux aussi à la justice. Oui, vous écrivez, Maître Aéry, que Shaina a davantage été maltraitée lors de ses auditions et lors des confrontations avec ses agresseurs que son assassin pendant son propre procès. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Est-ce que vous avez un exemple en tête? Ouais, j'ai un exemple assez terrible. Donc, pour vraiment que les auditeurs comprennent, moi, les 2 premières affaires, je les étudie alors même qu'elles ont déjà fait l'objet d'un démarrage. La première affaire, pour viol en réunion, est quasiment à son terme quand Shaina se fait assassiner. Donc moi, je récupère ce que les avocats précédents de Shaina avaient déjà traité. Et là, je lis un PV de confrontation. Shaina aura le courage d'être confrontée, de se confronter à ces mises en cause. Donc 3 mises en cause avec leurs avocats, 6 contre elle et son propre avocat, dans une pièce avec la juge d'instruction. Et ce sera un véritable carnage. C'est-à-dire que tous
tout dans les questions s'oriente sur la fausseté des témoignages de Shaina. Elle est acculée comme si elle était une mise en cause, alors même que c'est elle qui est la plaignante, alors même que la défense des mises en cause est absolument absurde, puisque la défense des mises en cause, on est dans la première affaire, je le rappelle, consiste à dire que Shaina les a trouvés, qu'elle voulait un rapport sexuel avec l'un d'entre eux devant les autres, qu'elle s'est dénudée devant tous, et que le mis en cause a refusé ses avances à elle, et que, orgueilleuse et blessée narcissiquement par le vent que lui aurait mis le mis en cause, elle a décidé de porter plainte. Donc ça, c'est la stratégie de défense du mis en cause principal et de ses comparses. Et en fait, cette thèse qui est complètement absurde n'est jamais contredite, mise en cause par la juge d'instruction. Au contraire, tous s'acharnent sur Shaina. Si bien qu'à un moment donné, son avocat demande si elle peut sortir de la salle pour prendre l'air. Et la juge d'instruction dit oui. Et finalement, aussitôt, à la demande de l'avocat d'un des mis en cause, qui considère qu'il est anormal qu'elle sorte au moment même où elle se fait interroger, il faut qu'elle revienne. Et là, la juge d'instruction cède à cette demande, donc fait rentrer Shaina, qui n'aura eu que quelques secondes de répit dans cet acharnement terrible de questions sur ce qu'elle a dit, sur ce qu'elle a vécu. Et quand je lis ce PV de confrontation, je suis hors de moi et je réalise que quelques années après, quand il s'agira pour son assassin de répondre aux questions des magistrats de la cour d'assises en pleine audience, à chacune des demandes de suspension d'audience qu'il émettra, les magistrats diront oui. Et cette différence de traitement, alors que Shaina, finalement, on le sait aujourd'hui, n'était qu'une victime, elle est passée aujourd'hui de plaignante à victime, puisque les mises en cause ont tous été unanimement condamnés et définitivement condamnés. Elle a un traitement qui est insupportable et que des mises en cause n'ont pas. Vous parlez aussi de toute la chaîne de procédures pénales où il y a eu des défaillances. Vous évoquez notamment cette médecin légiste qui va examiner Shaina après sa plainte pour viol en réunion, mais aussi après la plainte pour viol aggravé. Il y a aussi cette enquêtrice qui va recueillir les propos de Shaina lors de sa première plainte. Qu'est-ce qu'elles disent, ces deux femmes ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai la mort pour point de départ. Shaina, quand je la rencontre, ça n'est qu'un cadavre. Et donc, c'est à partir de là que j'étudie les précédentes affaires. Et en mettant une loupe sur ce démarrage de traitement judiciaire, donc je parle de la première affaire, je découvre en effet des réactions de la part d'auxiliaires de justice qui sont scandaleuses. Je vous donne deux exemples. Le soir même des faits de viol, Shaina n'a que 13 ans. Quand elle a le courage d'aller pousser les portes du commissariat, elle est accueillie par une enquêtrice qui, au moment même où Shaina dénonce les faits, des faits extrêmement graves de viol en réunion dans une polyclinique désaffectée, indique en majuscule sur son PV, Shaina ne montre pas de signe d'expression, ne manifeste aucune expression particulière, laissant entendre qu'elle a une attitude très froide, très calculée, laissant entendre qu'elle ne serait pas la bonne victime. D'ailleurs, cette phrase nous sera opposée par la défense au moment des audiences. Donc, ça n'est pas une phrase qui est neutre. Bon. Considérons que l'enquêtrice est passée à côté du véritable état dans lequel était Shaina, probablement un état de sidération qui l'empêchait justement la diffusion de toute émotion. Ce qui est fou, et qui m'a beaucoup interrogée, en même temps que ça m'a mise en colère, c'est que juste après, elle va voir une médecin légiste qui, elle, n'a pas que l'attitude de Shaina, qui a également des éléments objectifs qu'elle lit sur le corps de Shaina, puisqu'elle diagnostique, elle examine le corps de Shaina, sur lequel elle voit des ecchymoses, des griffures, des bleus entre les cuisses, sur les seins. Autrement dit, tout ce qui objectivement valide la parole d'une gamine qui dénonce des faits de viol et donc de violence. Le viol peut être accompagné de violence. Donc elle a, une liste totalement objective d'éléments sous les yeux qui valide sa parole. Et pourtant, en préambule, comme une espèce de disclaimer de cette liste qu'elle va établir sur le PV, elle indique, notant que Shaina se déshabille facilement et qu'elle ne montre aucun signe de honte ni de culpabilité, comme si une victime devait montrer des états de honte et de culpabilité. Et là, évidemment, cette parole aussi nous sera opposée par la défense, comme si Shaina était en train de fomenter sa plainte. Son histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle s'est déshabillée facilement comme elle s'est déshabillée facilement devant ses agresseurs ? Ça veut dire que ses ecchymoses, elle se les est faites toute seule ? C'est ça que ça veut dire ? Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une espèce de résistance de la part de la médecin légiste. L'enquêtrice, elle s'est plantée, ok, elle a mal jugé. Mais la médecin légiste, elle a ses éléments objectifs. Comment est-ce possible
qu'en dépit de ces éléments objectifs, elle persiste à ne pas croire Shaina. Tout ça va valider cette idée qu'elle avait mauvaise réputation et que sa réputation de fille facile, de fille calculatrice, de fille froide, fait d'elle une menteuse. Et donc, tout au long de l'instruction, il y aura cette espèce de réputation qui lui collera à la peau et ça tombera dans la postérité puisque pendant les audiences, moi, il faudra que je me batte contre cette réputation-là. Et est-ce qu'il a été question de regrouper les 3 affaires ? Alors, je pense que la question se serait peut-être posée de la première et de la deuxième affaire. Parce qu'effectivement, elle met en cause Ahmed, qui ne frappe Shaina que parce qu'elle a déposé plainte préalablement contre lui et qu'elle a maintenu cette plainte. Donc il y a un lien évident entre la première et la deuxième affaire, si ce n'est qu'il y a 1 an et demi qui les sépare. Mais ça, je pense pas que ce soit une justification à la disjonction, enfin au fait que ces 2 affaires-là n'aient pas été plutôt jointes. Donc là, peut-être qu'il y a une question intéressante qui aurait pu se poser. Ça n'a pas été fait, je pense que c'est une faute. En revanche, la 3e affaire, non. C'est une évidence qu'elle ne pouvait pas être jointe aux 2 précédentes parce que c'est des faits fondamentalement différents, juridiquement parlant, je veux dire. Et par ailleurs, ils n'impliquent pas Ahmed et sa bande. Ils impliquent vraiment un nouveau protagoniste qui est Driss. La seule chose qui lie ces 3 affaires, c'est Shaina. C'est la médecin légiste qui sera celle qui examinera Shaina dans la première affaire, dans la deuxième, et qui fera son autopsie dans la 3e. Et c'est moi avec ce livre. Le premier procès se tient devant le tribunal pour enfants de Senlis en 2022. Il est ouvert pour agression sexuelle et violence en réunion. C'est celui qui suit la première plainte de Shaina. Nous sommes 3 ans après sa mort. Quel souvenir vous gardez de ce procès ? Je garde un souvenir effroyable. Parce que c'est le début de la grande désillusion sur le traitement de la justice pour les violences faites aux femmes. Moi, j'ai dû rassurer les parents de Shaina qui allaient se taper, en plus du décès de leur fille, 3 procès minimum à venir. Celui pour le viol, puis celui pour le passage à tabac, puis celui pour l'assassinat. Donc je n'ai pas cessé d'essayer de les encourager à garder confiance dans la justice. Et je me suis pris un mur au visage avec des magistrats qui semblaient... Je dis semblait parce que je ne veux pas leur faire un procès d'intention et parce que j'ai du mal à croire qu'ils s'en fichaient véritablement. Mais en tout cas, ils semblaient être totalement indifférents au sort de Shaina et de ce qu'elle avait vécu de son vivant pendant le traitement de cette première affaire. Je me souviens de la magistrate, présidente de ce tribunal, qui a à peine, sur 2 jours d'audience, évoqué la mort de Shaina à la toute fin de l'audience pour expliquer, pour justifier l'absence de Shaina. Alors moi, je veux bien que les mises en cause de la première affaire ne sont pas responsables d'un point de vue juridique de sa mort, mais il y a un moment donné, c'est intéressant aussi de mettre les mises en cause face à leurs responsabilités, d'autant plus que c'est un tribunal pour enfants, donc qui est supposé rendre des peines qui sont moins fortes, moins violentes, plus clémentes que pour un adulte, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est des jeunes qui sont en construction, et on espère, le droit français est très bien pour ça, que ces jeunes, à un moment donné, se réorienteront vers le droit chemin. Donc, sur l'idée d'un droit pénal plus favorable pour les mineurs, c'est évidemment... j'y suis absolument favorable. En revanche, ce qu'il faut quand même, c'est de les mettre face à leurs responsabilités, de leur expliquer les conséquences, en tout cas morales, d'un acte. C'est-à-dire, violer une gamine, la traiter comme rien, diffuser des photos d'elle nue, c'est quelque chose qui vient entacher pour longtemps la réputation d'une gamine. Et c'est totalement injustifié. Et ça, les magistrats ne l'ont pas affronté. Je trouve qu'ils ont beaucoup manqué de courage. Et ils ont une responsabilité non seulement vis-à-vis de Shaina, mais également vis-à-vis des mises en cause. Ces prévenus sont condamnés à des peines d'1 an à 8 mois de prison avec sursis probatoire. Un 4e prévenu est relaxé. Le parquet fait appel de la décision, c'est-à-dire qu'il y aura un 2e procès dans cette affaire. Comment vous vivez le fait qu'il y aura un autre procès, un procès de plus pour la famille de Shaina ? En fait, on s'y attend parce que c'est normal qu'il y ait un appel si jamais les mises en cause ne sont pas satisfaits de leur condamnation. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est pas non plus la peine qui peut sembler effectivement pour beaucoup anormalement faible. Moi, c'est pas ça mon combat. Moi, mon combat, c'est qu'à un moment donné, la parole de Shaina soit réhabilitée, que les magistrats fassent leur job et qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils fassent que des mises en cause qui sont des gamins se sentent un peu responsables de ce qu'ils ont fait. Et vous n'avez pas l'impression qu'ils ont réalisé ce qu'ils avaient fait ? Les mises en cause, pas du tout. Non, les mises en cause n'ont rien réalisé. D'ailleurs, vous voyez, il y a 4 procès en tout qui vont impliquer Ahmed, puisque Ahmed est donc commun à la première affaire et à la deuxième affaire, c'est-à-dire l'affaire de viol en réunion, puis l'affaire de passage à tabac. C'est le petit copain de l'époque de Shaina. Et en fait, je vais voir au fur et à mesure des 4 audiences
une espèce de mépris pour l'autorité judiciaire et pour la famille grandissante chez lui. Au premier procès, il est plutôt insultant ou insolent vis-à-vis de moi, avocate, indolent de manière générale vis-à-vis de la famille. Au deuxième procès, il insulte ma consoeur qui était avocate d'une association. Il insulte également la maman de Shaina. Au troisième procès, il se barre au moment d'une suspension. Et au quatrième procès, pour lequel il fait lui-même appel, c'est-à-dire qu'il fait un acte qui nous oblige, nous, à nous repointer à l'audience, il ne s'y rend même pas. Et les magistrats n'auront aucun mot pour son absence. Aucun mot. Et ça, c'est extrêmement choquant. Du coup, vous parliez du procès en appel pour le viol en Réunion qui va se tenir 1 mois seulement avant celui de l'assassin de Shaina. Comment vous préparez ces 2 échéances qui vont arriver coup sur coup ? C'est très difficile. Chaque évocation de leur fille dans ces circonstances-là leur rappelle le calvaire qu'elle a subi. Donc c'est effectivement très compliqué pour eux, mais je dois dire que les parents de Shaina et le frère de Shaina sont des gens d'une dignité absolue. Alors quand je dis dignité, attention, ça ne s'oppose pas à indignité. Quand je dis dignité, ça s'oppose à la colère qui est attendue de la part de parties civiles. Et Parvin, Shakil et Yassine Hansi sont des gens qui contiennent cette colère par respect pour l'institution judiciaire. C'est dire à quel point eux ont eu une attitude de respect vis-à-vis de cette institution judiciaire qui, en retour, à mon sens, ne les a pas du tout respectés. C'est vrai que je ne les prépare jamais à l'indifférence des magistrats, parce que moi-même, je n'y crois pas. Et pourtant, je vais être à chaque fois encore plus surprise que la fois d'avant. À l'issue du procès en appel pour l'affaire des agressions sexuelles et des violences en Réunion, donc après la première plainte de Shaina, les peines des prévenus sont d'1 à 2 ans de prison avec sursis. On arrive ensuite au procès pour l'assassinat de Shaina. L'accusé de ce procès, cette fois-ci, c'est Driss. Il a été arrêté très peu de temps après les faits, mais il conteste formellement avoir tué Shaina. Comment vous réagissez face à ces dénégations ? Alors, c'est pas du tout étonnant parce que pendant toute l'instruction qui a duré 2 ans, Driss n'a cessé de contester les faits. Moi, ça m'a forcé à énormément travailler pour essayer de contester ses propres contestations. Ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant et qui, moi, m'interroge beaucoup, c'est qu'il y a une contradiction apparente dans le comportement de Driss qui dit quelque chose de sa personnalité. C'est que il conteste les faits auprès de l'autorité judiciaire, farouchement, avec énormément de conviction, mais à plusieurs reprises, il va avouer les faits et s'en vanter auprès d'amis et de co-détenus. Driss, le soir des faits, juste après les faits, ira voir l'un de ses amis pour se vanter des faits en disant que Shaina criait comme un mouton qu'on égorge. Et quelques mois après, quand il sera détenu, il dira à des co-détenus qu'il préfère prendre 30 ans plutôt qu'être le père d'un bâtard. Et il y a cette contradiction apparente qui, moi, m'interroge beaucoup. C'est-à-dire que d'un côté, il sait que les faits sont suffisamment graves pour les contester auprès de l'autorité judiciaire, mais il savoure quand même ce qu'il a fait, il continue à valider ce qu'il a fait sans se remettre en question, sans comprendre la gravité, puisqu'il s'en vante auprès de ses co-détenu et de son ami. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Que quelqu'un ne fasse que s'en vanter, c'est qu'il ne comprend peut-être pas la frontière entre le bien et le mal, soit. Et que quelqu'un conteste les faits auprès de tous, de l'autorité judiciaire comme auprès d'amis, c'est aussi possible. Ça veut dire que les faits sont trop graves pour être avoués et qu'on préfère en avoir un déni complet. Mais là, Driss, c'est pas ça, c'est un peu des deux. Et ça, cette espèce de contradiction apparente, qui pour moi caractérise une personnalité extrêmement dangereuse, c'est quelque chose à côté de quoi les magistrats sont complètement passés à l'audience. Pourquoi ? Probablement un manque d'effort, d'abord. Et ensuite parce que Driss lui-même a réussi à contenir sa personnalité, puisque chaque fois qu'il était sur le point d'exploser parce que les questions le mettaient trop en cause, il demandait ces fameuses suspensions qui étaient systématiquement accordées. Donc à chaque fois, il avait un sas de décompression qui lui était accordé, si bien que sa véritable personnalité n'a pas explosé pendant l'audience, mais elle a explosé au moment du verdict. Et là, il était trop tard parce que les jurés avaient déjà, ainsi que les magistrats, ainsi que la cour, avaient déjà rendu leur verdict. Qu'est-ce qui se passe justement après ce verdict ? Il est condamné à 18 ans de prison. Alors c'était un verdict chaotique. Moi, j'ai jamais vécu un truc pareil et j'espère que jamais plus je vivrai un truc pareil. En fait, il a été condamné à 18 ans, qui était bien moins que ce que l'avocat général avait requis. Il avait requis 30 ans.
Mais ça restait visiblement une peine trop lourde pour lui, parce qu'au moment où il entend cette peine, sa véritable personnalité ressort, c'est-à-dire celle qu'il était parvenu à cacher pendant toute l'audience. Et là, on voit un Driss enragé, hurler dans le box des accusés, invectiver les jurés en les traitant d'hypocrites. Il sort à un moment donné, on le fait rentrer à nouveau, et puis à nouveau il hurle, mais cette fois-ci il s'en prend au frère de Shaina, et Yacine, à ce moment-là, tombe dans une espèce de crise de tétanie. Il émet un cri, un son que je n'aurais, je l'espère, plus jamais de ma vie l'occasion d'entendre. C'était vraiment un cri de désespoir qu'on émet juste avant de se laisser mourir. Et il rentre ensuite dans cette crise de tétanie, il s'évanouit, c'est le chaos complet, si bien que le président est obligé de suspendre l'audience. Les pompiers arrivent et récupèrent finalement Yacine sur une chaise roulante. Donc on a une fin d'audience désastreuse, qui dit quelque chose aussi sur la mauvaise qualité de l'audience elle-même, parce que en principe, l'audience, c'est un ring de boxe. On a évidemment, dès le départ, des familles qui sont fracassées, que ce soit du côté des accusés comme du côté des parties civiles, qui par définition, c'est le jeu judiciaire, ne s'apprécient pas. C'est un ring de boxe, et l'idée, c'est que, selon les règles judiciaires, on se tape dessus, mais selon les règles, pas de coup sous la ceinture. Et que toute la tension que les uns et les autres véhiculent, à un moment donné, soit purgée à cet endroit-là. Donc s'il y a une tension, il faut qu'elle s'exerce, qu'elle circule dans une salle d'audience, là où justement il y a un cadre judiciaire et juridique. Là, cette tension-là a été à chaque fois étouffée, parce que je pense que les présidents n'ont pas voulu affronter la personnalité de Driss, les difficultés que la famille Hansi avait endurées depuis le décès de leur fille. Parce qu'il faut savoir aussi que Creil a été divisé en deux, qu'il y a eu des pro-Driss, il y a eu des pro-Shaina, mais que les pro-Driss étaient majoritaires, que la famille de Shaina a vécu beaucoup de menaces et de procédés d'intimidation. Donc les Hansi arrivent à cette audience fracassés et lourds, avec des demandes d'explications qu'on n'aura pas pendant l'audience. Donc cette rage et cette tension finissent par sortir, simplement elles finissent par sortir une fois que le verdict est tombé, c'est-à-dire en dehors de l'audience, à la fin. Et c'est d'autant plus regrettable que le parquet n'ait pas fait appel de cette décision-là. Nous, en tant que partie civile, on ne pouvait pas faire appel. Driss n'a pas fait appel pour une raison évidente. C'est comme, je pense, un aveu de culpabilité, parce que toute personne normalement constituée qui est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat et qui se dit innocent fait appel de la décision. Le parquet, lui, pouvait faire appel. Le parquet, lui, a capté qu'il était passé à côté de la personnalité de Driss et que, par ailleurs, les 18 ans de réclusion criminelle prononcés étaient bien inférieurs aux 30 ans. Donc, il y a un moment donné, si le parquet a de la substance, s'il croit dans ses convictions, il faut qu'il fasse appel. Pour toute autre affaire de terrorisme ou de stup, je peux vous assurer que le parquet aurait fait appel. Dans ces affaires-là, c'est ça que ça nous dit, la comparaison est intéressante pour ça, c'est que ce sont des affaires qu'on veut cacher et mettre sous le tapis. Et ça, c'est scandaleux. Et c'est ce que vous sous-entendez quand vous sortez du tribunal et vous avez cette phrase forte face à la presse, vous dites « La justice se fout des violences faites aux femmes ». Ouais, c'est ce que je sous-entends. Et je dois vous avouer qu'en revoyant avec vous ces trois affaires, c'est la même colère qui me saisit. Ouais, la comparaison, elle est intéressante avec d'autres matières. Il y a des matières, en fait, pour lesquelles il y a une plus grande mobilisation. Vous savez, moi j'ai fait le procès des attentats du 13 novembre. J'ai été en défense à ce moment-là. Donc j'étais pour un accusé qui s'appelait Mohamed Amri, qui était le chauffeur, comme on dit, d'Abdeslam. Et je peux vous assurer que la justice, quand elle veut se mobiliser correctement, elle sait faire. Donc l'exemplarité, elle sait faire, la justice. Si elle ne le fait pas pour certains procès, si elle ne le fait pas à certains instants, c'est un choix qu'elle fait. Voilà. C'est pas qu'elle ne sait pas faire, c'est qu'elle choisit à certains endroits, à certains instants, de le faire et à d'autres de ne pas le faire. On arrive à l'ultime procès de cette série d'affaires Shaina. Il se déroulera en 2025. C'est le procès en appel d'Ahmed pour l'affaire du passage à tabac, des violences aggravées. Il écopera d'une peine de 20 mois d'emprisonnement, dont 14 avec sursis. Au moment où la décision tombe, est-ce que vous vous dites « c'est enfin terminé » ? Non, je pense que je me dis que c'est enfin terminé au moment où je termine d'écrire ce livre. Parce que moi, je me sens pas du tout satisfaite à la sortie des différentes affaires. Là, vous évoquez le procès en appel de la deuxième affaire, donc du passage à tabac, parce qu'effectivement, les audiences ont toutes eu lieu dans le désordre, pas dans le sens chronologique des faits. Donc, on a terminé sur la deuxième affaire, sur l'appel de la deuxième affaire. Je dois avouer que j'avais face à moi des magistrats qui étaient encore plus indifférents au sort de Shaina que les précédents.
Je pense que là, ça a été le summum de l'indifférence. Ahmed ne s'est même pas présenté, comme je le disais tout à l'heure, à cette audience, alors que c'est lui qui avait fait appel. Donc c'est lui qui nous avait tous attraits à cette audience. Léon Hancy avait dû faire le trajet le matin pour débarquer à Amiens, parce que c'est pas non plus à côté de chez eux. Nous tous, on avait débarqué de Paris. Et en fait, non, il y avait une espèce de mollesse de la part des magistrats qui était, mais regrettable. Alors que, d'une certaine manière, la deuxième affaire, c'est presque la pire, parce que c'est l'aveu de l'impuissance de la justice, puisque Ahmed, au moment où il frappe Shaina avec ses copains, il est sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact avec Shaina. Donc en fait, c'est peut-être le procès qui est le plus caractéristique dans cette affaire du désastre, de la faillite de l'autorité judiciaire. Donc la moindre des choses, ça aurait été que les magistrats se réveillent un petit peu et soient un peu moins indolents face au Hancy. Aujourd'hui, on est quelques mois après le dernier procès. Comment vont vos clients, la famille de Shaina ? C'est très difficile. Je peux pas parler à leur place. Je ne sais pas s'ils ont pu commencer leur deuil, mais c'est sûr que pour qui vit un calvaire pareil, qui perd sa fille, sa sœur dans des circonstances pareilles, je ne sais pas dans quel état ils sont, si véritablement le deuil a commencé, et s'ils se sentent plus apaisés aujourd'hui. Étant donné le comportement de la justice à leur égard, j'aurais tendance à dire que non. On sent encore la colère dans votre voix quand vous parlez de cette affaire Shaina, de ces affaires Shaina. Est-ce que le livre a permis aussi pour vous de coucher un peu toutes ces émotions qui vous ont traversées pendant 6 ans ? Le livre m'a permis de poser toutes les interrogations que j'avais. Je pense que je suis plus mesurée dans le livre que je ne le suis à votre micro. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup plus d'interrogations que de réponses. Moi, j'ai une très haute opinion de la justice. J'aime beaucoup la justice, j'aime l'idée de la justice, j'aime l'idée de la justice des mineurs. Je suis fondamentalement optimiste sur l'état des hommes. Je pense qu'on peut vraiment s'en sortir si on est accompagné, si on a une seconde chance, si on prend le temps de nous expliquer les fautes qu'on a commises. Simplement, ces moyens-là ne sont pas mis en œuvre, en fait, dans ces thématiques-là. C'est des thématiques, encore une fois, pour reprendre mes propres mots, la justice se fout des violences faites aux femmes. Je pense que c'est une thématique, les violences faites aux femmes, aux enfants, aux plus faibles. C'est des thématiques qui n'intéressent pas. Votre souhait, c'est de réhabiliter Shaina. Comment vous la décririez aujourd'hui ? Moi, je ne connais Shaina qu'à travers ses dossiers. Donc, je n'ai décrypté, si je peux utiliser ce terme, Shaina, qu'à travers un calvaire judiciaire long de 2 ans, entre ses 13 et 15 ans. Mais ce que j'ai vu d'elle, ce que j'ai perçu d'elle, je pense que c'est vrai, c'est vraiment une de ses caractéristiques. C'est une gamine qui a un élan vital absolument incroyable. Driss, quand il se confiera à son copain le soir des faits, dira d'elle que la tuer avait été difficile parce qu'elle se relevait à chaque coup. C'est une phrase terrible, mais qui dit tellement de choses justes sur Shaina. Elle se relevait à chaque fois. Et la preuve, c'est que elle est violée le soir même, elle porte plainte. Elle est confrontée aux mises en cause. Elle réinvestit les quartiers de Creil plusieurs mois après. Elle se fait retabasser par Ahmed. Elle reporte plainte contre lui. Et elle décide, elle accepte d'être à nouveau confrontée contre lui. Et finalement, elle tombe sur Driss. Donc, c'est une gamine qui, non seulement avait un élan vital incroyable, mais elle avait un courage incroyable. C'est une espèce de Sisyphe, Shaina. Elle gravit la montagne. Elle va jusqu'au sommet et ensuite elle se casse la gueule et elle décide de remonter. Donc c'est le courage même. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui ? J'aimerais lui dire pardon. J'aimerais lui dire pardon, j'aimerais qu'elle sache qu'on a fini par la croire. Parce qu'elle est morte alors même que les 2 premières affaires n'avaient pas été clôturées. Donc elle est morte avec l'idée que la justice était détournée d'elle. Elle est morte avec l'idée que tout le monde l'avait prise pour une menteuse, une allumeuse, une fille par qui le malheur des hommes arrive. Et je regrette tellement ce rendez-vous manqué avec la justice. Parce que elle n'a pas su, en fait, qu'elle avait tout gagné. Et elle n'avait pas su que les juges ont fini par la croire, même s'il a fallu énormément se battre. Vous venez d'écouter Les Voix du crime sur les 3 affaires Shaina. Merci à Maïwen Le Corollaire-Richard pour la préparation, à Lauriane Battista et à Étienne Villan pour le son et la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez Les Voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À très bientôt.